Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Plan C. J'ai le plaisir de recevoir ni plus ni moins que le John Travolta français. Bonjour Alexis Loison. Bonjour. Comme John Travolta, tu danses, tu chantes, tu es un habitué des comédies musicales. D'ailleurs, c'est un peu ton actualité du mois de juin où tu reprends pour la 5e année, je crois, les comédies musicales. C'est pas la 5e année, c'est la 5e ou 6e tournée parce que souvent on en fait 2 par an. On a commencé ça en janvier 2022. Le concept en fait c'est un karaoké géant, c'est un Star 80 mais des comédies musicales en fait où on prend des têtes d'affiche des comédies musicales de ces 25 dernières années qui viennent sur scène chanter leurs bangers, les chansons qui les ont rendues connues. Donc le concept c'est de prendre, je sais pas, Damien Sargue et Cécilia Cara, ils viennent, ils chantent les chansons de Roméo et Juliette. Ginny Lynn chante les 10 commandements, Merwan Rim chante Le Roi Soleil, etc., etc. Il y a Gwendal Marimoutou dessus aussi, il y a Priscilla Betty, il y a aussi des guests. Une année on avait eu Michelangelo Loconte de Mozart l'Opéra Rock, avec Florent Motte aussi, Natacha Saint-Pierre, Chimène Badi. Voilà, régulièrement il y a des gens qui viennent et cette année on a quelques surprises qu'on a annoncées déjà sur les réseaux. D'accord. Comme Victoria Sio qui vient et qui reprend des chansons du Roi Soleil et voilà, plus ça prend, plus le public aime ça et plus le public répond présent, plus on a des artistes qui veulent participer, rigoler un peu avec nous parce que au-delà d'être un karaoké géant, une énorme Madeleine de Proust, c'est un concert où on rigole beaucoup. Donc ça c'est 10 dates au mois de juin et un peu avant et un peu après tu as une nouvelle aventure d'un seul en scène. Exactement, ouais. Qui s'appelle Mon Skyblog. En une phrase, comment tu présenterais Mon Skyblog, puis on reviendra un peu plus longuement en fin d'émission sur cette aventure. En une phrase, je reconnecte mon Skyblog avec le public pour revivre mes années 2000 du sud de la France à Paris. Ah, super. Il y a un truc qui est assez incroyable dans ta carrière. Est-ce que tu connais le point commun que tu as avec Omar Sy et Marion Cotillard ? Alors, Marion Cotillard, elle a tourné un film dans le coin. Alors non, c'est beaucoup plus... C'est mondial. C'est que tu fais partie des rares acteurs français à avoir dans ta filmo un film qui a dépassé le $1 milliard de recettes au box-office mondial. Ah ça, je pensais pas du tout à ça. Mais c'est vrai, on n'y pense pas assez souvent. En fait, que j'ai fait un film qui a fait 1 milliard. J'ai fait un film. J'ai joué dans un film qui a dépassé le milliard. Donc Omar Sy ou Jurassic World, Marion Cotillard, The Dark Knight Rises. C'est vrai. On en parle souvent avec Omar et Marion. On a un groupe WhatsApp. C'est ça. Le club le club du milliard. Des milliardaires. Ouais, vraiment. Vu que Robert Downey Jr. avait quitté le groupe le week-end dernier, ça m'a fait de la peine. Mais ouais, il est passé dans le club des 2 milliards, lui, peut-être. Bah oui, en fait c'est ça. Il s'est mis avec Chris Evans, James Cameron et tout, genre club des 2. Oh. T'as vécu 6 mois à Londres pour ce film, donc c'est La Belle et la Bête de Disney. T'as côtoyé qui pendant ces 6 mois ? Le beau monde. Qui je n'ai pas côtoyé ? Non, en vrai... Alors, pourquoi 6 mois, en fait, à Londres, contrairement à un film un peu standard, c'est une comédie musicale, et on se doute pas du temps de répétition qu'il y a, et c'est pas que des chorégraphies. C'est-à-dire qu'en fait, la caméra, elle chope plein de moments, mais nous derrière il faut qu'on fasse, il faut qu'on ait des actions, même si on n'est pas dans le moment qui danse. Comme c'est des plans, comme il y a des raccords, comme il y a une script sinon qui s'arrache les cheveux. En fait, il faut qu'on fasse exactement la même chose. Donc tout est extrêmement chorégraphié. Même toutes nos réactions derrière. C'est pas comme sur une comédie musicale sur scène où en fait, tu peux improviser un peu. D'un soir à l'autre, tu peux faire sensiblement. Le rythme n'est pas le même. Voilà. Là, c'était exactement la même chose. Donc en fait, à chaque fin de journée, Bill Condon il venait dire ok, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça il faut complètement refaire, ça vous bougez surtout pas. Donc en fait on figeait des choses, tu réadaptes au fur et à mesure. Et on changeait petit à petit. Donc il y avait des numéros qui étaient sensiblement genre un peu à la cool, le numéro d'ouverture, mais alors le numéro de la taverne de Gaston, c'était ça nous a pris genre vraiment bien 10 jours à mettre en place et 4 jours à tourner parce que c'était des angles différents à chaque fois. Et surtout il y a un casting incroyable dans ce film. Et voilà. Alors pour répondre à ta question, liste-moi juste comme ça. On va revenir plus longuement, je pense, sur le film un peu plus tard. Mais liste-moi déjà pour que les gens ils se rendent compte un peu de la chose un peu folle. Du coup, dans ce processus de répétition, j'ai passé beaucoup de temps avec Josh Gad, Luke Evans qui font Le Fou et Gaston. On a pas mal répété avec Kevin Kline aussi, qui faisait Maurice, le papa de Belle. Emma Watson était pas mal là aussi parce qu'on avait des scènes avec elle. Mais j'ai rencontré une fois, parce qu'en fait on avait
si t'as pas de scène avec les gens, en fait, tu te trouves pas au pub à la sortie du studio. Donc on a fait la lecture avec Ewan McGregor et Ian McKellen. C'est ce qui m'a le plus frappé parce que grand fan du Seigneur des Anneaux. J'étais face à Ian McKellen qui était... En fait, ça fait partie de ces acteurs qui n'ont plus rien à prouver, donc ils ont même pas un statut de star, ils sont hyper cool, ils sont hyper gentils. Et c'était incroyable, genre juste de le rencontrer, mais on n'avait pas de scène directe avec eux, donc pas de raison vraiment de travailler avec eux. Et puis la plupart du temps, c'était des objets. Oui, bah c'est ça. Oui. Mais donc, tu m'expliqueras après, parce que ça m'intéresse de savoir... Pourquoi en fait presque ils sont là sur le tournage alors qu'en fait ils sont numériques les trois quarts du film, quoi. Mais la plupart du temps, Luke Evans et Josh Gad. Oui, c'est ça, parce qu'il est normal puisque tu les accompagnes oui, puis à partir de la mon taverne. Rôle, il gravitait tout le temps autour de Gaston. Donc c'est ça, mais ce qui est incroyable, c'est d'arriver sur une telle production alors que là aujourd'hui on est à Oppède, dans le Vaucluse. Toi tu viens du village d'à côté, de Maubec si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Donc on va retracer ce parcours et à quel moment, qu'est-ce qui t'a inspiré, peut-être les films, ou peut-être des acteurs, ou des choses qui t'ont donné envie, en tout cas, de devenir acteur quand tu étais jeune, en fait? Quand j'étais petit, je suis de la génération The Mask, Ace Ventura. Donc, quand j'étais très jeune, j'avais une adoration, une fascination pour Jim Carrey, parce que j'ai grandi dans les années 90. Et c'était la superstar comique des années 90. Il régnait vraiment sur le box-office de l'humour. Quand j'ai compris que c'était un métier aussi, que ce mec-là était un acteur, je voulais faire exactement la même chose que lui. Quand j'étais petit, je voulais être Jim Carrey. D'accord. Et ce qui m'a fait m'intéresser au cinéma, ce qui m'a fait m'intéresser à des films, parce que Jim Carrey est un acteur assez pluridisciplinaire et qui touche à beaucoup de genres, beaucoup de registres. Et après j'ai développé une grosse fascination aussi pour John Travolta, parce que j'ai découvert Grease dans mon enfance et La fièvre du samedi soir. Bien sûr. Et je voulais être un acteur américain. Je voulais savoir faire plein de choses, délivrer plein d'émotions, savoir chanter, danser. Et donc tu pars à Paris, au cours Florent. Présente-moi un peu le cours Florent. Comment toi tu l'as vécu? Comment t'es arrivé là? Alors pour le cours Florent, il y a un stage d'entrée ou alors un concours d'entrée. Et une fois que tu rentres à l'école, tu as un cursus de 3 ans dédié au théâtre principalement, et ensuite tu as plein de cours optionnels. En tout cas c'était comme ça, peut-être ça a changé, mais en tout cas c'était comme ça quand je suis rentré. Et en fait dans toutes ces options tu as acting in English, tu as les cours d'improvisation, les cours de masque, les cours de corps en mouvement, et à l'époque il y avait un cours qui s'appelait dancing, donc c'était l'option danse. Et à ce moment-là le prof de danse, il cherchait des élèves dans les cours de théâtre pour dire on n'a pas assez de garçons, à la fin de l'année on fait Grease, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Moi j'étais là genre comédie musicale, flemme, mais en même temps Grease, ça peut être sympa. Je suis à Paris, j'ai envie de découvrir plein de choses et tout. Et en fait j'ai fait ce premier cours de danse qui était en fait un cours de comédie musicale déguisé un peu. Et je suis complètement tombé en adoration de cet art-là, en fait. Et la même année, il y avait le Roi Lion pour la première fois à Paris. Donc tout s'est connecté dans ma tête. Je me suis dit, ok, j'ai envie de faire ça, en fait. C'est vrai que le Roi Lion, c'est un spectacle qui est fou, en fait. C'est c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, il est de nouveau, si vous allez le voir à Paris, il est de nouveau à Mogador pour un certain temps. Si vous ne l'avez pas vu, regardez pas de vidéo sur Internet. Allez voir directement, et franchement c'est un spectacle qui est vraiment impressionnant, quoi. De loin, pour moi, le Roi Lion c'est le plus grand spectacle du monde. C'est pas mon préféré, mais c'est le plus grand spectacle. C'est spectacle zéro défaut. Vraiment, pour le coup, tout le monde est assez unanime là-dessus. C'est vraiment impressionnant. Et donc tu arrives déjà en fait sur Grease. Donc là c'est dans un cadre. C'est quoi le spectacle exactement? C'est un cadre scolaire ou c'est Ah oui, c'est complètement ça. C'est comme. C'est le spectacle de fin d'année en fait. C'est le spectacle de fin d'année que tu vois dans High School Musical, dans Fame, dans toutes les séries comme Glee, tu vois. Et en fait, dans ma tête, j'étais un peu en mode genre. Ok, j'avais l'impression d'être Zac Efron, en mode genre, je suis pas du tout destiné à ça, mais les gens ils me disent que je suis pas mauvais là-dedans. Bon allez, on y va un peu pour le fun, et puis en fait le fun est devenu quelque chose de très très assidu en fait. Et parce que le professeur m'avait dit ouais ok d'accord, t'as un potentiel pour ça, ça peut marcher, il faut que tu travailles ça, il faut que tu travailles ça, il faut que tu travailles ça. Et puis j'ai décidé de me dire
tiens, en fait, j'ai pas envie de le prendre un peu à la rigolade, j'ai pas envie que ce soit un hobby, j'ai vraiment envie d'en faire mon métier. Donc, au cours Florent, en fait, tu fais beaucoup déjà de comédie musicale. J'ai cru comprendre que tu avais participé à Sister Act. En fait, à la fin de ton cursus de ta 3e année, tu montes ce qu'on appelle un TFE, un travaux de fin d'études. Un travail de fin d'études, voilà, travaux de fin d'études. Et c'est vrai qu'on était toute une bande avec Alexandre Fetroni, Tristan Chaplet, Nicolas Turconi, Frédéric Brodard. On était vraiment tout un groupe à être passionnés de comédie musicale et on était cette génération-là qui voulions vraiment apporter l'art de la comédie musicale au cours Florent, ce qui a développé aussi le cursus. Alors, je dis pas que c'est grâce à nous, mais je sais que quand on est sorti de là, en fait, il y avait toute une cuvée qui est sortie des cours Florent et qui a créé le cursus comédie musicale qui existe aujourd'hui au cours Florent. Et dans ces TFE, il y avait Frédéric Brodard, par exemple, qui a monté Sister Act. Donc et comme on était une bande de potes, chacun se donnait des rôles et tout. Alexandre a fait Moulin Rouge, tout le monde avait un rôle dedans. Il y avait Rent. Et moi, j'avais voulu faire La Belle et la Bête, parce que c'était depuis toujours mon Disney préféré, mon dessin animé préféré, mon personnage préféré, c'était Gaston. Et déjà à l'époque, je voulais faire La Belle et la Bête, donc j'ai fait en TFE La Belle et la Bête, avec Alexandre dans le rôle du fou, et moi dans le rôle de Gaston. Que tu reprendras quelques années plus tard. On y reviendra. On y reviendra plus tard. Donc après, l'école, tu termines en 2010, le cours Florent. Tu enchaînes, je crois, avec une autre comédie musicale qui est Footloose. C'est ça. Alors, d'après ce que j'ai compris, ça n'a pas eu le succès escompté. T'es dur, Alexandre. Non, mais oui, je sais pas, je peux pas jauger le succès escompté ou pas. Moi, je me rends pas compte. Moi, j'ai pas vu du coup le musical, mais après, j'ai l'impression que t'as 2-3 ans un peu de flottement où tu essayes plein de choses. Gros trou qui arrive dans toutes les carrières, dans le parcours de beaucoup de gens. Ouais, j'ai eu la chance. Quand même, c'était une chance. Quand je sors pile de l'école, j'ai 19 ou 20 ans, je sais plus. Et quoi qu'on en dise du spectacle aujourd'hui, c'était ma première aventure, c'était mon premier contrat. Je devenais intermittent du spectacle. Enfin, c'était hyper important pour moi. Et je l'ai pris avec beaucoup de sérieux et ça m'a beaucoup formé aussi sur le monde du spectacle et de la scène. Mais c'est vrai que ça m'a pas apporté énormément de contrats derrière. D'accord. Ça m'a juste apporté une expérience, une assise, et sur mon CV, il a déjà fait un spectacle, une comédie musicale. Pendant bien 2-3 ans, j'ai enchaîné pas mal de petits contrats, des événements à droite à gauche pour garder mon intermittence du spectacle. J'ai pas fait que ça, j'ai même fait d'autres métiers, de la manutention et tout, pour continuer à vivre dans des événements, dans des défilés où moi je défilais pas du tout, mais genre je montais les décors, je montais les trucs. D'accord. Parce que il fallait vivre. Il fallait vivre à Paris, tout simplement, quoi. Et puis les contrats ne venaient pas. Et j'ai fait pendant cette période quand même, j'ai fait plein de. Alors c'est pas glorifié sur un CV, c'est sûr, mais j'ai fait beaucoup de spectacles jeunes publics, des spectacles pour enfants. Exactement, oui. Tu as rencontré ton metteur en scène de mon Skyblog, je crois, à cette occasion-là. Exactement. Alors, je l'ai rencontré après, pas pendant cette période, mais je l'ai rencontré après, Guillaume. Mais pendant cette période, j'ai fait beaucoup de spectacles pour enfants et dans des tout petits lieux, mais et c'est une période que je regrette pas du tout et que je regarde pas du tout avec tristesse. Non, mais c'est formateur. Et puis c'est hyper formateur, je me suis vachement marré. Puis tu as rencontré des gens ? Et j'ai rencontré énormément de gens, des gens hyper talentueux. Et puis le spectacle pour enfants, il est hyper formateur dans le sens où le jeune public, il est terrible. C'est oui ou non, quoi. Ça marche ou ça marche pas. Exactement. C'est soit tu le captes, soit en fait, si t'es chiant, t'es chiant, quoi. Et en fait, les gamins, ils s'en foutent. Ils ont leur comment ça s'appelle, leur baguette luminescente. Ça part dans tous les sens. Ils se parlent les uns aux autres. Ils s'en foutent, quoi. Ils se disent pas genre, on est au théâtre, on va peut-être avoir un petit peu de respect pour l'acteur. Ils s'en foutent. Ils sont avec le centre aéré. Limite la monitrice, elle s'en fout aussi si t'es pas captivant. Donc c'est hyper formateur là-dessus.
Et parmi tous ces spectacles jeunes publics que j'ai continué aussi après, c'est là en effet que j'ai rencontré Guillaume, mais bien plus tard pour Robin des Bois, c'est ça, qui est un de mes spectacles préférés que j'ai préféré faire. Ouais, vraiment. Ludique, c'est ça, hyper ludique, hyper drôle, parce que Robin avait, dans la version de Guillaume. Ouais, alors le titre, je crois exact, c'est Robin des Bois, la légende ou presque. Ouais, la légende 3 petits points ou presque. Voilà. Et c'est un spectacle de Guillaume Beaujolais et Fred Colas. Et que j'ai adoré faire parce que Robin, il a un côté OSS 117, il a un côté, un personnage genre de héros un peu loser. De héros loser, et c'est des personnages que j'adore faire vraiment parce qu'il y a un côté... Il y a un côté brillant, il y a un côté splendide, mais toujours avec un 10e degré derrière, en mode genre, bon, je suis un peu foireux en fait, et ce qui permet d'avoir beaucoup d'autodérision. Enfin voilà, j'ai trouvé ça brillamment écrit. C'est pour ça que, avec le temps, avec Guillaume, on s'est jamais perdu de vue et que je lui ai proposé la mise en scène de mon spectacle parce que je me dis, lui et moi, on a exactement le même humour, la même sensibilité, et je veux qu'il s'occupe de mon Skype. Ouais. Et dans cette période un peu creuse aussi, tu fais Le jour où tout a basculé. Donc c'est une série de France 2, si je dis pas de bêtises. Ouais. Comment ça se passe un tournage comme ça? Parce que moi j'imagine que c'est tourné limite en une journée. Ouais, pour un épisode de 20 minutes, t'as 2 voire 3 jours de tournage. Ouais, ça, au début, on savait pas ce que c'était le jour où ça basculait. On connaissait pas le format. Non. Et donc moi, mon agent m'appelle, me dit il y a ce casting pour cette série et tout, France 2. Et moi, j'avais besoin d'argent, j'avais besoin de cachet. Puis en plus, de travailler aussi. De travailler, de continuer mon art, en fait. Et je vois le texte et je sais pas, j'ai pas un jugement, je passe un casting, en fait. Ouais. Et même sur le tournage, on sait pas ce que c'est, en fait, ce format-là. Et même quand c'est diffusé, on se rend pas compte du format. C'est seulement après, quand il y a une saison 2, 3, 4 18, que, alors, en fait... étonnamment, ils ont fait que 4 saisons. Par contre, c'est des saisons de 100... Il y a 372 épisodes en moins de 3 ans. Ouais. 4 ans. 3-4 ans. Ouais, tu te rends compte, c'est une usine. Mais je regrette pas du tout, une fois de plus, parce que... C'est une série que les gens, forcément, vont juger très bas de gamme et tout ça, mais en fait, ça a fait travailler énormément d'acteurs. Mais quand je dis énormément d'acteurs, c'est des centaines d'acteurs. Et dedans, il y a Camille Cotin qui est venue faire une apparition. Il y a Noémie Merlan qui a fait le cours Florent aussi, qui a joué dedans. Puis là, ce qui était bien aussi, c'est que c'est une série, mais c'est à chaque fois un épisode par un épisode. C'est pas, tu pars pas pour 10 mois de tournage. Voilà. Ça te fait travailler un peu. Tu reviens dessus ou pas. Et puis arrive un moment donné où la comédie musicale revient et La Belle et la Bête se monte à Mogador par la société Stage, donc qui a fait Le Roi Lion. Et là, ce que j'ai compris, c'est que tu as mis le paquet pour auditionner et pour tout faire pour récupérer ce rôle qui est un peu à toi, de Gaston. Comment ça s'est passé ce moment où tu t'es dit faut absolument que je réussisse ce casting? En fait, ça part de cette envie depuis toujours, en fait, C'est vrai que quand j'ai vu Le Roi Lion en 2008 ou 2009, je ne sais plus, à Mogador, ça a été un déclic. Déjà, de rentrer dans le théâtre Mogador, je me dis, ah ouais, il y a ça à Paris, en fait. Ouais. Et quand j'ai vu ça sur scène, quand j'ai vu Le Roi Lion sur scène, parce que pour moi, j'assimilais l'art de la comédie musicale aux 10 commandements, à Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, qui sont des œuvres somptueuses, mais qui sont plus orientés musique que acting. Et moi, j'étais parti dans un cursus acting où je me retrouvais pas dans ces œuvres-là. Et quand j'ai vu Le Roi Lion, je me dis, ah putain, mais c'est des acteurs formidables, en fait. Et depuis, j'avais développé ça en mode genre, je m'étais mis un but en tête, je veux absolument faire un Disney sur cette scène. Ouais. Je veux absolument faire un Disney, parce que j'adore Disney, j'ai grandi avec le monde de Disney. Et en fait, quand en 2013, à la place de Mary Poppins, parce qu'ils avaient annoncé Mary Poppins, sauf qu'ils n'étaient pas arrivés à le monter en last minute, d'un coup, ils dropent ça sur Internet, annonce, on recherche les rôles pour La Belle et la Bête. Et je me souviens très bien la panique qui était venue en moi, parce que je m'étais dit, en fait, c'était cette sensation de dire genre, oh, j'aime tellement ça, j'aime tellement La Belle et la Bête, j'aime tellement le rôle de Gaston, parce que j'avais la sensation, pour qui je me prends, d'avoir compris Gaston mieux que quiconque, en mode genre, non, mais tout le monde pense que c'est un écervelé qui joue les gros bras, alors que non, il y a beaucoup
de couches à ce personnage et je voulais absolument montrer ma version de Gaston à un public. Et j'ai énormément bossé déjà mon corps parce que je voulais prendre du poids, je voulais prendre du muscle pour qu'en rentrant dans la salle d'audition, tout de suite le jury se dise « Ah, potentiellement Gaston ». Parce que très vite, un jury, s'il te voit, il te dit « Alors lui, il pourrait faire quoi ?» C'est mal barré. C'est mal barré. Toi, t'es venu pour Gaston, quoi. Je suis venu pour Gaston et je me rappelle, j'allais à la salle, je sais pas combien de fois, j'avais pris des protéines et tout, et j'avais bossé mon chant lyrique surtout. Parce que Gaston, François Leroux, qui est un chanteur lyrique qui double Gaston dans la version du dessin animé, c'est tellement iconique comme voix et comme façon de chanter que je m'étais dit, ok, je mets toutes les chances de mon côté, genre le physique et la voix. Et le jeu, je proposais quelque chose. Et j'avais même trafiqué ma voix. D'un coup, je m'étais mis à parler comme ça et tout, exactement comme dans le dessin animé. Ce qui m'a bousillé le larynx pendant un moment, mais ça valait le coup. Et je me souviens très très bien que de la tête du jury, quand j'avais commencé à chanter et à jouer, je m'étais dit genre, yes, je crois que j'ai chopé un truc. Et ils me l'ont dit après coup, ils m'ont dit genre ouais, quand t'es rentré on savait, alors qu'il y avait vraiment du monde. Et ça c'était ma victoire parce que j'avais pas fait énormément de spectacles avant. Pour La Belle et la Bête, on voulait un petit peu des gens qui étaient connus du milieu. Oui, qui voulaient des assurances, quoi. Ils voulaient être sûrs d'avoir exactement. Pour un spectacle comme La Belle et la Bête, c'est tellement énorme à Mogador, tu peux pas te permettre de prendre un jeune. Faut pas avoir de doute, quoi. Faut pas avoir de doute. Et je me souviens très bien que, en fait, c'est le directeur musical, Ratan Javeri, qui m'a dit après coup, au cours de l'année, parce qu'on ne te le dit pas tout de suite pour pas te décourager, mais au cours de l'année, c'est l'équipe artistique, le metteur en scène et le directeur musical ont poussé pour que ce soit moi, alors que la production était un peu sceptique en mode, écoute, il a que 22 ans, est-ce qu'il est assez mûr? Est-ce qu'il est assez mûr? Ouais. Gaston, normalement, il a 10 ans de plus, voire 15. Est-ce que... Non, si, faites-nous confiance. Et je suis très, très content que Stage ait accepté de me faire confiance parce que, du coup, ça a lancé beaucoup de choses derrière. C'est ça. Tu te rappelles de ta première de La Belle et la Bête? Ouais. Alors, il y avait la première... Ce qui se passe quand tu fais un spectacle chez Stage et à Mogador, c'est qu'il y a la première, enfin, il y a la couturière, il y a 10 avant-premières pour que tu te rôdes et puis qu'il y ait des ajustements. Et puis ensuite, il y a la première. Il y a la vraie première de presse, de gala. Et à partir de là, le spectacle, il bouge plus pendant 1 an. Mais pendant ces 10 avant-premières, des fois, on enlève carrément des morceaux. Ouais. Tu vois, sur Grise, on avait carrément enlevé des morceaux, changé. On disait, bon, celle-là, on l'a fait en anglais finalement. Tu vois, genre, délirant. Normal. Mais c'est un processus de création encore jusqu'à la première de gala. Et à partir du moment où il y a du public, même dans ces avant-premières, il y a un public payant et tout, donc c'est un vrai spectacle, quoi. Ouais. Mais le metteur en scène américain, il est encore là, il est à Paris, il peut faire des ajustements en mode genre, rentre pas par là, rentre par là en fait, ou alors attends, et puis tu sortiras là, et puis en fait coupe cette réplique. Donc la vraie première de gala, je m'en souviens plus que l'avant-première où en fait on était encore dans un... C'est une espèce de répétition générale un peu glad, quoi. Ouais, parce qu'il y a un public, il y a un public qui réserve, qui paye sa place et tout. Mais je me souviens de la première de gala parce que déjà il y avait Alan Menken. D'accord. Et puis qu'on avait rencontré pour le showcase déjà. Donc Alan Menken, immense compositeur des musiques Disney. Mais c'est le Hans Zimmer. Le boss, voilà, c'est ça. Puis j'ai regardé, c'est 15 nominations aux Oscars, 8 statuettes. Donc c'est absolument monstrueux. Il a fait Aladdin, il a fait Aladdin, La Petite Sirène, Hercule, enfin tous les Disney des années 90. Il n'a pas fait Le Roi Lion, je crois que il n'a pas fait Le Roi Lion. C'était Hans Zimmer, justement. C'est Hans Zimmer. Voilà. Et Alan Menken, légende complète et d'une simplicité, d'une rare simplicité. C'est un mec, je me rappelle, je l'ai revu plus tard pour La Belle et la Bête, mais il est en FaceTime avec ses parents, il montre à tout le monde et tout, venez faire un coucou, trop chou, hyper gentil Alan Menken. Donc je me souviens de ça, je me souviens qu'il y avait mes parents qui venaient pour la première fois à Mogador, qui étaient archi stressés, et je me souviens que mon père m'avait dit après coup... déjà, il m'avait cité genre, tout le parterre de célébrités qu'il y avait. Et c'est vrai que mes parents ils venaient à Paris pour voir mes spectacles aussi. Mais là, pour le coup, tu te rends compte, il y a Didier Bourdon, il y a Bernard Campan, toute la génération de mes parents. En mode, ouais. Et il y avait, je sais plus qui, il y avait Polanski.
oui. Il y avait, quoi qu'on en pense de Polanski, ça restait à ce moment-là vraiment genre un monument du cinéma. C'est genre waouh. Et je sais que mes parents étaient impressionnés et qu'il y avait ce truc de, mon père me disait, ta mère elle arrêtait pas de me tenir le bras en mode genre, oh, s'il tombe, s'il oublie une réplique, oh, et s'il craque sa note et tout machin. Et je m'étais assez bien préparé pour faire un bon spectacle. Et puis tout s'est extrêmement bien passé. Et je me souviens aussi, après le spectacle, il y a un pot. Ouais. Et je me souviens très très bien, en fait, on va au foyer Mogador, là où il y a tous les journalistes, tous les invités qui sont là, toutes les célébrités. Tout le monde boit une petite coupe de champagne après le spectacle. Et je me souviens très bien être arrivé dans cette pièce et il y avait tellement de gens, tellement de journalistes qui venaient, ils nous sautent un peu dessus en mode... Et en fait, moi, je voyais mes parents qui étaient au fond de la pièce et qui étaient assis sur 2 sièges comme ça avec leur petite coupe de champagne. Et je me souviens très bien, c'était un peu comme dans un film parce que j'avais l'impression qu'il y avait un focus sur eux, que je devais aller les rejoindre, traverser la pièce. Et que les journalistes étaient un peu en mode genre, ah, Alexis, est-ce qu'on peut t'avoir 5 minutes et tout pour... Non, attendez, poussez-vous, j'ai vraiment traversé la foule pour aller leur faire un gros câlin. Et une des rares fois où j'ai vu ma mère pleurer, ouais. Et donc du coup, quand j'ai vécu ça avec eux, je me rappelle, c'était vraiment, j'avais 5 ans et demi, je leur ai fait un gros câlin à tous les deux comme ça. Et là, je me suis dit genre, ah ouais, ça me fait encore plus plaisir de faire ça et de montrer ça à mes parents. Donc ça, c'est un spectacle qui va durer un certain temps, 1 an, je crois à peu près. Ouais. Et un soir, il y a des Américains qui viennent te voir pour te parler du rôle de Gaston, et tu sais pas vraiment qui c'est. Raconte-moi un peu ce moment-là qui va déboucher sur une grande aventure quelques années après, je crois même. À ce moment-là, on était vers la fin de la saison. Je crois qu'on était en juillet. Le spectacle finissait le 31 juillet. On était fin juin, début juillet. Et il était question de faire une captation du spectacle pour le diffuser dans les cinémas. On en parlait avec la production. Et il y a le company manager qui vient me voir dans ma loge après le spectacle pour me dire il y a quelqu'un qui veut te voir en bas. Donc, comme d'habitude, on avait pour habitude d'être en lien avec beaucoup d'associations pour les enfants malades. Donc moi, je me dis, bon, c'est une asso qui va faire une photo avec un groupe d'enfants. Et on faisait ça très souvent, avec beaucoup de plaisir. Et donc, je descends. Alors, on remet la perruque, on remet le costume de Gaston, parce que il y avait tout un attirail à faire. On descend, les grosses bottes et tout, machin. En fait, il n'y avait pas du tout d'enfants. Il y avait un monsieur avec une armée de gens derrière, avec des attachés case et tout, et genre des costards. Je me dis, oula, j'ai l'impression d'être, je sais pas, dans Lilo et Stitch, tu vois, quand ils débarquent, quand le gouvernement débarque et tout à la fin. Ah, c'est le FBI, quoi. Complet. Et j'étais un peu en mode genre, ok. Et il y avait que moi. D'habitude, il y a Lumière, Big Ben et toute la bande, tu vois. Genre là, il y avait que moi. Je suis bon, ok, d'accord. Et le mec, il m'explique que c'est le réalisateur de La Belle et la Bête. Mais moi, je sais pas qu'il y a La Belle et la Bête en préparation. Du coup, moi, je me dis, ah, c'est le réel de la Capta. Ok, d'accord. Oui, d'accord, ok. D'accord. Ah, ils ont engagé un Américain pour faire ça. Bon, ils auraient pu. Ok, d'accord. Et le mec, il me parle de ça. Il me dit, genre, il me parle de mon rôle, de Gaston. Il me dit, comment est-ce que t'as fait pour te préparer comme ça, physiquement? Et puis la gestuelle, c'est exactement comme dans le dessin animé. Ce que t'as fait, ta voix et tout. Ouais, je parle de ça. Ouais, c'est sympa, c'est marrant. On aurait pu attendre d'être dans le bar après, mais bon, ok, d'accord. Il veut m'en parler. Et je vois que derrière, ça bronche pas. Il y a que lui qui me parle. Un monsieur, les cheveux grisonnants, des lunettes, et qui me parle que de ça et tout. Il me dit, tu fais quoi l'an prochain? Je sais pas. Normalement, je suis sur... à l'époque, je devais faire Holiday on Ice. Je devais enchaîner. Bien sûr. Avec Stage, toujours. Avec Stage, toujours, qui m'avait dit, genre, on cherche un chanteur, ça te dit et tout. Je fais peut-être Holiday on Ice. Il me dit, ça dure combien de temps et tout. Il est très intéressé sur ton... par mon calendrier. Ouais, c'est ça, ouais. Et je lui dis, je sais pas. Il me dit, bon, ok, d'accord. Tu vas peut-être recevoir un coup de fil d'ici 3 semaines et tout. Ouais, ok, d'accord. Et ça se finit comme ça. Et très poli, très sympa. Et heureusement que j'ai pas compris qui c'était et ce qu'il me proposait, parce que si ça se trouve, j'aurais été genre... figé ou... ou alors genre hyper gênant, tu vois, genre... ah ouais, mais formidable et tout, s'il vous plaît. Et en fait, le fait que je réagisse un peu, moi, je sais pas. Je pense que ça lui a peut-être presque plu. Et c'est vrai que 3 semaines plus tard, j'avais un coup de fil de la directrice de casting et qui me dit genre, Bill, il vous a adoré, il aimerait vous voir et tout pour le live action Beauty and the Beast et tout, machin.
Et moi, je fais, mais... De quoi tu me parles ? J'ai Dan, c'est une connerie. Alors, pourquoi je dis Dan ? Parce que je pensais que c'était Dan Ménage qui jouait le rôle de Lumière et qui faisait beaucoup de blagues comme ça. Qui poussait les blagues, qui mettait en scène une vanne, mais genre juste pour l'art de la vanne. Il est vraiment comme ça, Dan, il est toujours comme ça. Et je raccroche, je suis Dan, t'es con et tout. Et il me dit, quoi ? Je comprends pas. Vas-y, c'est bon. Et je le revois le lendemain, je dis, c'est bon, avec ton histoire et tout, machin. Il me dit, mais de quoi tu parles et tout ? Puis après, je vais... Ah mince. Je suis quand même sur Google et tout. Bill Condon prépare le live action Beauty and the Beast et tout. Je fais waouh. Et voilà. Et après, j'ai pris un train pour Londres. J'ai fait des essais. Et à la base, j'ai fait des essais pour Gaston. Oui. Parce que Bill Condon voulait me voir en Gaston. Et c'est ça aussi l'histoire. Voilà, c'est ça. C'est que j'ai fait plusieurs allers-retours à Londres, un screen test et tout, et on a filmé. Et moi, dans ma tête, j'étais parti, quoi. J'étais en mode genre, je vais faire Gaston dans un live-action Beauty and the Beast. C'était ton rôle, la bête. Bah ouais. À chaque fois, c'était Gaston. Donc, Et là, tu te dis, genre, c'est parti, je suis sur la lune. C'est presque trop beau, quoi. C'est presque trop beau, et c'était trop beau. Parce que Bill, qui croyait beaucoup en moi, qui avait beaucoup aimé mon interprétation, visiblement, au Théâtre Mogador. On avait travaillé les chansons, c'était fou quand même de faire ce casting dans les studios à Londres et tout. Et en fait, après, ils m'ont gentiment appelé pour m'expliquer la situation, très poli, hein, vraiment à l'anglaise. Écoute, il y a un système à Hollywood, il y a des listes A, il faut des acteurs que le public reconnaisse et tout de suite. Puis quand Luke Evans a été annoncé en Gaston, je me suis dit, bon, je peux pas lutter. Il y a le Hobbit qui venait de sortir. Il y avait Dracula et tout. Qu'est-ce que il a joué dans Fast and Furious. C'est ça, oui. Je peux pas dire, moi j'ai fait Footloose. non, je pouvais pas dire ça, évidemment. Donc j'étais là, bon, ok. Et la directrice de casting m'avait dit, mais par contre, Bill, il veut absolument que tu fasses partie du film. Est-ce que ça te dit de faire Stanley, un des 3 hommes de main de Gaston ? Je dis, ouais. Oui. Évidemment, je ne peux pas faire semblant de dire, je sais pas, je vais réfléchir. non, je dis, oui, évidemment, avec un immense plaisir, et puis voilà. Et là, tu te retrouves, tu pars habiter à Londres, 6 mois, pour les répétitions, pour les tournages, parce que en fait, tu es quasiment dans beaucoup de séquences de danse. Alors au début, je sais pas si tu es dans la séquence d'ouverture. Dans le village ? Dans le village. Ah, si. Tu dois y être, mais comme ton personnage n'est pas encore posé, puisqu'il est vraiment posé dans la taverne. Je suis avec les trois. Je fais une ligne de... D'accord. Et puis on passe à quelqu'un d'autre. Voilà. Et parce que c'est un numéro qui est foutu comme ça. Et si, en fait, le truc, c'est que toutes ces séquences de village, à chaque fois qu'il y a du monde, en fait, on est tout le temps obligé. Oui, c'est ça. On était tout le temps là. On a vécu dans ce village, quoi. On a vécu dans ce village, dans cette taverne, majoritairement, ouais. Les journées, des fois, elles étaient longues. Et comme c'est un vrai village qu'ils ont reconstruit, mais vraiment, on était posés sur des sièges dans une boutique de je ne sais quoi, dans une boulangerie. On était vraiment en train d'attendre sur une table. Une vraie table, quoi. Et c'était juste fou, quoi, parce que c'était Disneyland en vrai, quoi. Et comment t'appréhendes ce tournage-là, sachant que, comme tu l'as dit, t'es un enfant qui a grandi dans les années 90, donc t'as découvert Harry Potter, t'as découvert Le Seigneur des Anneaux. Tu sais que potentiellement tu vas te retrouver avec Emma Watson, donc Hermione Granger d'Harry Potter, Gandalf. T'as Obi-Wan Kenobi aussi qui potentiellement peut être là. C'est un trac, c'est une excitation. Comment tu... C'est plus une excitation qu'un trac parce que, en fait, une fois que t'es là, t'as plus rien à prouver parce que t'es sur le set, t'es là, t'as juste à ne décevoir personne parce que les gens ils attendent quelque chose de toi. T'as juste à travailler énormément. Le challenge c'était que tout était en anglais, quoi. Tout le monde parlait en anglais tout le temps. Il y a personne qui faisait des efforts pour moi. D'autant plus que tout le monde a passé vraiment 10 tours d'audition, même les villageois, tous les villageois ont passé 10 tours d'audition. Moi, Bill, il m'a juste appelé en mode genre, tu veux faire La Belle et la Bête ? Donc j'étais un peu en mode genre, oula, faut que je montre quand même que je suis pas le petit français pistonné parce qu'il a fait La Belle et la Bête. Non, tout le monde m'a mis à l'aise, mais même Luke Evans m'a mis à l'aise. Le premier jour de tournage, il était venu avec son costume, c'est la première fois qu'on le voyait arriver. Et je me souviens, dans mon souvenir, c'était énorme, il est arrivé sur son cheval noir. Ouais.
et en costume de Gaston, cette superbe veste rouge. Ouais. Il était arrivé sur le plateau comme ça, il descend de son cheval, il vient me voir, il me dit t'en penses quoi? Et je fais franchement c'est ouf. Il me dit genre parce qu'en fait il m'avait dit genre montre-moi c'était quoi ton costume et tout à Mogador et tout. Donc je lui montre, il me dit regarde, moi il m'avait montré les concepts et tout, c'est les concept art. Je fais ouais, tu vois, genre ils ont modernisé le truc, ils l'ont rendu moins cartoon et tout. Et quand le premier jour de tournage, il y avait son manager, son agent, en fait ces gens-là, ils sont toujours entourés de 5-6 personnes, constamment. Sauf quand ils tournent, mais dès qu'ils sortent, allez, vas-y, voilà, machin, on vient te repimper, on vient te parler. Alors, il ne faut pas que tu oublies que tu as ça à 17h. Tout le temps. Et il vient me parler, tu as 5 personnes qui arrivent autour, et puis il a été hyper cool, il m'a présenté à tout le monde en mode genre, vous savez que lui, il a fait Gaston à Paris et tout, regardez, il a vraiment la tête de Gaston, vous trouvez pas et tout. Et moi, j'étais genre, trop cool. Chou en vrai, parce qu'il n'avait pas à faire ça. Non. Mais trop chou. Et donc ça met vraiment à l'aise en mode genre vas-y, il n'y a pas de compétition, on s'en fout. Et tout le monde était cool, tout le monde était conscient de la chance qu'il avait d'être là surtout. Et une fois de plus, comme dans tous les contrats, j'ai rencontré des personnes formidables, des personnes qui m'ont beaucoup appris. Et sur ce contrat, j'ai beaucoup regardé justement les Emma Watson, les Luke Evans, les Josh Gad, avec qui je passais beaucoup de temps, Kevin Kline aussi, qui venait beaucoup me parler parce qu'en fait, il est francophile. D'accord. Et genre, il aimait trop venir me parler, il me balançait des petites phrases en français en mode pour que je lui parle en français, pour pratiquer son français. Mais vraiment entre deux prises en mode genre, vous trouvez pas que c'est un peu long là ce soir? Et j'étais là, il veut que je lui parle en français. Du coup, genre, on tapait une conversation en français, trop mignon. Et ouais, c'était genre juste la cour de récré, quoi. Et t'as été coach du bonjour dans la séquence d'ouverture où tous les acteurs disent bonjour en français. Parce que dans le dessin animé, tout le monde dit bonjour. Voilà, c'est ça. Et on t'a demandé comment on dit bonjour en français. T'as été... alors, je sais pas si c'est juste une anecdote ou vraiment t'as... Non, c'est de l'ordre de l'anecdote, hein, parce que c'était pas officiel. J'avais pas genre juste $1000 en plus parce que j'ai été coach. Non, pas du tout. Non, c'est juste un jour, en fait, on répétait le numéro. En fait, on était au studio et on avait toute une matinée de répétition avec le directeur musical et tout, pas Alan Menken, mais un assistant de l'assistant du superviseur musical, et on faisait tous les numéros, on faisait en harmonie et tout, on répétait comme une comédie musicale. Et sur le numéro d'ouverture, ça commence par un bonjour. Et les anglo-saxons, ils ont un peu du mal avec le bonjour. C'est vrai qu'apparemment, dans leur langue, c'est très très compliqué à assimiler. Moi, je disais rien. Évidemment, j'étais un peu en mode genre, quand j'entendais les bonjour, j'étais un peu en mode genre, je dis rien, parce que qui je suis, moi qui parle anglais toute la journée, qui est avec un accent, forcément, donc j'étais pas là, je pouvais pas trop la ramener. Et donc, je crois que l'assistant a croisé mon regard, qui était un peu en mode genre, ok, bon, peut-être que ça sonne mal, en fait, on se rend pas compte. Alexis, tu peux nous dire si ça le fait? Je pense qu'il faut accentuer moins le N, ou oublier le N. Et en fait, on a fait une petite session de je vais vous apprendre à dire bonjour. Et voilà, c'était juste ça. Mais puis après, je me souviens quand on a fait la conférence de presse et que j'avais donné cette anecdote, plein de gens qui avaient commencé à écrire en mode genre, il a appris à Ewan McGregor à parler français et tout. Pas du tout. Mais oui, c'était juste un petit moment comme ça dans une matinée. Et puis voilà quoi. Et puis je me souviens que ceux qui devaient dire bonjour, même si on tournait une autre scène, ils étaient un peu en mode genre, ils venaient vers moi, je dis bonjour. Ils testaient. C'est bon comme ça. C'est bon. T'inquiète. Ils veulent me le balancer plusieurs fois par jour. T'inquiète. Et je pense que les gens ont beaucoup parlé d'Ewan McGregor là-dessus parce que lui, ce qui est rigolo dans le film, c'est qu'il parle anglais avec un accent français. Ouais. Il le fait bien. Il le fait super bien. Il le fait très bien son accent français. Vraiment, j'avais vraiment l'impression que c'était un français. Et là, sur le débat, il y a un débat sur Internet, VFVO. Pour le coup, La Belle et la Bête, rien que pour le travail de McGregor en VO, c'est vraiment impressionnant, je trouve, ce qu'il a fait. Sa femme est française, ça aide. Ouais, mais je crois que j'ai pas mal d'amis qui m'ont dit à Paris, j'ai croisé Ewan McGregor à tel endroit, donc je pense qu'il gravite pas mal en France. Sa femme est française et il a fait un gros travail là-dessus. Et alors, un
cachet sur un film comme ça représente quoi ? Disons qu'en fait, les Anglais, ils payent à la semaine. Ouais. Donc moi, je me rendais pas trop compte de combien ça m'a fait en tout. Enfin si, en fait, je me rends compte, mais j'ai pas envie de te donner les chiffres. Non, je déconne. tu fais comme tu veux. En fait, les Anglais, ils payent à la semaine et je sais pas, ça dépend. Déjà, j'ai pas trop compris pourquoi des fois on était plus payé en répète que pendant le tournage, ou alors, je sais pas, il y avait une convention. Mais ça t'a permis de voir venir, quoi. Ouais, mais oula, oui. Ouais. Même avec mon petit rôle. Et c'est pas tant sur la somme qui a été négociée sur le tournage par mon agent. En fait, moi, je suis même pas là pour dire genre c'est trop, c'est pas assez. C'est que c'était 3 fois plus par semaine que ce que je pouvais me faire en un mois de Mogador. Ouais. Du coup, j'étais là genre. Bon, ok, s'il estime que c'est bien, mais tu peux pas te rendre compte en fait. Je me rendais pas compte. C'était tellement que du coup j'étais là, ok. Et comparativement à ce que peuvent prendre des Emma Watson, des Dan Stevens qui faisaient la bête ou quoi. Bien sûr, non, mais ça, c'est pas du tout. Et puis Emma Watson, j'ai même pas à juger le cachet qu'elle a pris là-dessus parce que faut se rendre compte de la pression que ces gens-là ils ont en fait parce que ils sont leur tête est partout dans le monde, quoi. Leur visage est sur toutes les affiches partout dans le monde, comme un truc sur La Belle et la Bête, traduit dans toutes les langues. Et il y a un truc qui fait que en fait, le film repose énormément, le marketing du film reposait énormément sur elle. Bah oui, parce que la Bête, finalement, on le voit pas, l'acteur très peu. On le voit pas, on le voit très peu. Et c'était elle sur l'affiche. C'était elle sur l'affiche. Ouais. Et Gaston est mis au second plan. Ouais. Tous les objets sont mis au second plan. C'était beaucoup. Oui, puis c'est les objets. Donc, mais bien sûr. Par définition, on voit pas qu'il y a Ian McKellen sur l'affiche. On voit pas Evan McGregor. On voit pas. C'était elle. C'était La Belle et la Bête de Emma Watson. Et alors, juste, ça, c'est une petite question qui m'intéresse sur la technique. Comment ça se passe pour justement McGregor et Ian McKellen qui sont totalement numériques le 3/4 du temps. Ils sont quand même sur le plateau, ils jouent avec vous. Non, il y a un Lumière, il y a un Big Ben qui sont, si on doit genre les poursuivre ou quoi, il y a un mec qui les pousse et qui les tire avec une tige et en fait on les a en version jouée quoi, en version ce qui devrait être dans la vie, comme ça on sait où avoir notre regard. Contrairement à Dan Stevens qui lui est là tout le temps. Parce qu'il doit tellement se mouvoir et à hauteur de bête qu'il est sur des échasses et tout. Franchement, lui, chapeau, parce qu'il était en mode Bibendum Chamallow, dans une combinaison énorme avec des capteurs. De base, ça devait pas être ça. Ça devait être un costume avec une tête animée. Il y avait eu des essais qui avaient été faits. Et je me souviens des premiers essais parce que c'est Adam Basil qui fait la doublure de la bête, enfin la doublure cascade et la doublure move, qui est un cascadeur qui a fait énormément de choses, qui était dans Game of Thrones, enfin, tous les gros trucs comme ça. Et lui, il faisait la bête quand c'était pas un close-up sur Dan Stevens. Et en fait, ils mettent un costume, c'est un masque qui est animé. Ça marchait pas, un peu comme le Predator, quoi. Enfin, un peu le même système. Ouais. C'est un peu un système un peu à l'ancienne, un peu puppet, quoi. Ça marchait pas. Et en fait, t'es un peu en mode genre. En fait, c'est dommage parce qu'il pourrait être beaucoup plus fluide et tout. Après, je sais pas ce que ça aurait rendu. Moi, je sais que c'est peut-être parce que je suis un gros millénial et que dès que tu mets une puppet ou un animatronique, tout ça me fait beaucoup plus flipper que du CGI. Mais j'avoue que c'était le rendu est quand même assez ouf. Et donc Dan Stevens est là sur les scènes où il doit tourner, et puis tu as une doublure danse, une doublure cascade, mais qui est toujours sur des échasses pour avoir cet aspect comme ça. Et lui, il est tout le temps là avec des capteurs et tout. Et pareil, hyper sympa Dan Stevens, parce qu'on le croise, nous on est là avec nos chapeaux, nos épées et tout machin, et lui il arrive dans le château et tout, il nous regarde, fait pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je fais comme casser la gueule depuis ce matin et tout. Et tu vois, il délire un peu avec nous, et trop sympa, parce qu'il aurait pu être en mode genre j'ai le premier rôle. Et pas du tout trop. Tu sens les gens qui ont fait du théâtre et qui sont des gens de troupe et qui ont envie de parler un petit peu aux autres acteurs et tout, et ça c'est tellement agréable. Et donc le tournage se termine, mais le film ne sort pas du tout rapidement. En fait, il met 2 ans, enfin presque 2 ans à sortir après la fin du tournage. Donc tu avais Holiday on Ice en même temps que le tournage, je crois, ou Holiday ça on Ice chevauchait Non, Holiday on Ice, j'ai arrêté la tournée. T'as arrêté, d'accord. Pour partir à Londres, parce que en fait j'avais accepté le rôle, mais je savais pas quand est-ce que ça commençait. Et d'un coup, Londres m'appelle pour me dire genre c'est la semaine prochaine. Je suis en pleine tournée. Bon, Stage a été cool. Ouais. Stage Entertainment a été très très cool pour me dire écoute, c'est une opportunité en or, vas-y, on te remplace.
C'est quand je suis rentré, non, j'avais Aladdin. Qui n'était pas d'une production stage pour le coup. Non, qui n'est pas la version Disney, qui était une autre version, une autre production, spectacle jeune public. Grosse production pour un spectacle jeune public. Et voilà, on a fait une petite saison sympa. Ça m'a permis de rencontrer des gens, une fois de plus. C'est ça. De me faire des potes. C'est un métier de rencontre de toute façon. Mais exactement. Mais même moi, je viens plutôt de la technique et c'est que des rencontres. Bien sûr, parce que c'est ça aussi, de partager des moments avec des gens sur scène et tout. Genre, il faut pas y aller pour taper ton kiff à toi. C'est vraiment un métier de partage. Donc avant la sortie du film, tu as même le temps de faire en plus Roméo et Juliette. Et là, uniquement en Asie. Parce que le spectacle tournait depuis des années en Chine. Ouais. En Chine, ils ont fait Chine, Japon, Corée. Et ça faisait plusieurs fois que la production et la direction musicale me demandaient de venir en Chine faire... parce qu'ils m'avaient vu sur La Belle et la Bête. Donc quand tu fais Gaston sur La Belle et la Bête, l'avantage c'est qu'il y a tout Paris qui vient te voir. Ouais. Et qui te repère si tu fais un bon travail. Et donc depuis Mogador, depuis La Belle et la Bête à Mogador, chaque année, 2 ans, ils m'avaient proposé de venir faire la doublure Roméo. Parce qu'à chaque fois, ils galèrent à trouver un mec qui fait la doublure de tous les garçons. Donc Roméo, Benvolio, Tybalt, Mercutio. Et ils m'avaient dit, est-ce que ça te dit et tout. Et dans ce que j'étais en train de vivre et de développer, je dis, flemme de partir faire une doublure. Parce que c'est un vrai engagement à être doublure. C'est un vrai taf sur lequel... je pense pas être bon pour faire plusieurs trucs en même temps. C'est une vraie qualité. Et là, j'étais un peu en mode genre, non, parce qu'en fait, on me propose le lead sur Aladdin, on me propose de faire La Belle et la Bête et tout. Genre, Et là, il m'appelle, il me dit, écoute, Damien, il va faire Damien Sargue, qui est le Roméo historique. Exactement. The one and only. Et qui était en train de faire Les Trois Mousquetaires, la comédie musicale. Et ils me disent, il n'y a pas Damien, est-ce que tu veux le rôle titulaire tu veux passer l'audition pour le rôle titulaire de Roméo? Je dis, ouais, c'est en Chine. Un peu flemme de partir 4 mois en Chine. C'était 3 mois. 3 mois en Chine, Et en même temps, je dis, allez, pourquoi pas. Je passe l'audition, j'écoute les chansons, j'écoute les musiques, je regarde la captation, je fais pas mal quand même. Ouais. Il n'y a pas que les rois du monde, et il n'y a pas que aimer, c'est pas que un plaisir coupable. En fait, il y a des vrais passages, des vrais envolées lyriques, il y a du gravitas quand même. Ouais. Et je passe l'audition, ça le fait avec Gérard Presgurvic. On me trouve une nouvelle Juliette, Clémence Iliaker. Et voilà, et me voilà parti 3 mois en Chine. Et pareil. Au-delà du spectacle et du kiff qu'il y avait à faire ce spectacle, c'est les rencontres. Les gens qui sont hyper proches de moi aujourd'hui parce que tu es en Chine, parce que c'était la première fois que j'allais en Asie. Et du coup, mes seuls repères sont les gens. En fait, sont les gens de ma troupe. C'est ça. Oui. Et on partait en groupe visiter la journée, les villes. Et c'est pas comme quand tu vas aux États-Unis ou au Canada ou en fait. Oui, c'est reste occidental. Voilà, là, ça reste occidental. Dans une culture vraiment différente. Là, c'est complètement différent et cool. Et c'était extraordinaire. Ça m'a donné vraiment l'envie de voyage. Parce que ça m'a vraiment frappé. Cette nouvelle culture d'aller dans des temples, de voir qu'il y avait des rites religieux d'une religion que je connais pas du tout et que j'ai envie de découvrir, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils allument tel truc dans face à telle statue, tel temple, pourquoi c'est organisé comme ça, quel est l'historique. Et quand tu visites des trucs comme la Cité Interdite, la Grande Muraille de Chine, et puis enfant Disney, moi j'étais là genre, putain, c'est Mulan quoi. Je suis dans Mulan. Bah oui, c'est vrai, oui. Franchement, la Cité Interdite, c'est encore plus grand que dans le dessin animé. Dans le dessin animé, on trouve un truc comme ça. Et puis c'est une plongée dans l'histoire en fait. J'adore aller dans un pays, que ce soit la plongée dans l'histoire. Découvrir, Ouais. Donc c'était génial. Et c'est une tournée en Chine ou c'était que dans un théâtre particulier ou Non, on a fait plusieurs villes. Et à chaque fois, on restait 2 voire 3 semaines dans la ville. Donc ça permet de découvrir une bonne partie de la Chine à ce moment-là. Quoi. Exactement. Et puis, tu te rends compte que dans un seul et même pays, genre les villes sont complètement différentes. T'en as qui sont un petit peu ouvertes vers le monde, vers les États-Unis. Si t'es du côté de la mer, si t'es côté Pékin, c'est plutôt très conservateur. Si tu vas à Shanghai, c'est carrément Hong Kong, n'en parlons pas. Fait, tu vois. Et puis on est aussi allé à Taïwan aussi. On a fait Taipei. Et là, tu découvres que
Aux Taïwanais, tu peux pas trop leur dire on est en Chine. Aux Chinois, tu peux pas leur dire je vais à Taïwan, c'est pas pareil. Non, parce que Taïwan, c'est la Chine. Il y a un côté Corse-France. Ouais, un truc un peu compliqué. Ouais. Très compliqué et hyper touchy. On avait des réseaux sociaux chinois où tu pouvais pas faire un impair comme ça, tu pouvais pas dire n'importe quoi, tout est hyper cadré. Bon, et tu joues le jeu. Et le public, il change par rapport à l'Europe ou c'est globalement la même réception que tu as? Ouais, le public, il change de fou. Ah ouais. Le public, il change de fou. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui adorent aller en Chine. Parce que pendant le spectacle, c'est très respectueux, c'est très silencieux. Et en fait, moi, j'en venais, parce que tu joues dans des salles qui sont tellement grandes que tu as des ears, tu as un retour, parce que sinon tu as un écho et tout. Oui, donc oui. en fait, pour t'entendre bien, tu as les oreillettes en fait. Tu as les oreillettes qui sont soundproof en fait, et qui t'isolent un petit peu pour chanter. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, il n'y a aucune réaction. Même à la fin de chaque chanson, tu finis Les Rois du Monde, tu fais genre. Non, ça applaudit pas. J'enlève une ears comme ça, ça réagit pas beaucoup. Bon, peut-être qu'ils sont chiés, peut-être qu'ils n'aiment pas trop mon interprétation. Bon. Et en fait, à la fin du spectacle, là, il y a un immense délire qui s'installe. C'est genre, le public, c'est comme si, c'est la fin du spectacle, on vous autorise à péter les plombs. Et vraiment, le public, il pète les plombs. Ils viennent tous devant la scène et tout. Ils sont là à vouloir à te balancer des fleurs, des cadeaux et tout, des ours en peluche dans tous les sens. Lâche les fauves, quoi. Exactement. C'est genre, lâche le barrage, quoi. Et genre... Et là, je fais ah, ok, d'accord. En fait, ils gardaient tout pour la fin, en fait. Ils gardaient tout. Ben ouais, parce que t'as l'impression que, ok, c'est le spectacle. Ouais. Faut pas déranger. Ça. On sacralise. On sacralise vraiment le moment où on vient voir. On va pas déranger, on va pas applaudir trop fort non plus, on va pas trop rigoler. Et en fait, à la fin, c'est un délire. Et après aussi, pendant la séance de dédicace, c'est un délire. Quand tu sors du théâtre, c'est un délire. Moi, c'était la première fois que j'avais genre des gens qui m'accompagnaient au taxi, enfin un mec du théâtre qui me dit attends, on va pousser un peu, accompagner au taxi pour te ramener à l'hôtel. Là, c'est déjà arrivé plusieurs fois en Chine, quoi. Et donc t'es dans des hôtels, quand tu fais Roméo ou Juliette, t'as systématiquement une suite qui est réservée parce que c'est la production locale aussi qui t'accueille. Et donc ouais, t'es vraiment traité, là-bas t'es traité comme un Beatles, quoi. C'est assez hallucinant. Tu fais des promos dans les centres commerciaux, t'as 2000 personnes qui s'arrêtent pour te regarder et tout, des autographes dans tous les sens. Waouh, ok, d'accord. Donc quand t'arrives au retour à Roissy-Charles de Gaulle, tu prends le RERB, ça fait... ça calme un petit peu. Ça calme, mais c'est une leçon d'humilité aussi. Bah oui, c'est ça. Bon, t'as bien profité. Maintenant, on y retourne, et donc tu retournes quasiment dans la foulée, tu reprends le rôle de Danny. Grease. Ce que j'ai découvert avec Grease, c'est qu'en fait Grease, c'était avant une comédie musicale, avant d'être un film. Ouais, exactement. J'ai vu qu'il y avait par exemple Richard Gere a joué Danny avant John Travolta. Exactement. Alors que maintenant, j'ai l'impression que quand on parle de Grease, c'est John Travolta, Olivia Newton-John, et que les gens s'inspirent d'eux finalement maintenant, quoi. Exactement. Donc le Grease qui se monte en France, c'est à partir du film, pas à partir de la comédie musicale. Comment tu abordes un rôle comme ça, en fait? Tu te dis, je vais faire Travolta, mais à ma manière, ou tu te dis, bon, c'est bien, je vais moderniser le truc, je vais le faire... J'ai abordé le rôle de Danny dans Grease comme j'ai abordé le rôle de Gaston dans La Belle et la Bête. En fait, à chaque fois que je fais un truc comme ça, je me dis qu'est-ce que j'aimerais voir moi en tant que public. Et si je veux voir Grease, c'est tellement iconique, Travolta et Newton-John. J'ai envie de voir Travolta et Newton-John. C'est ça. Je veux pas une pâle copie, je veux que tu t'inspires, je veux vraiment voir le truc. C'est comme si je vais voir Aladdin à Broadway, j'ai envie de voir Aladdin. J'ai envie de voir une version un peu moderne du truc. Et donc, j'ai joué la carte Travolta fois 10 000, quoi, même. Au niveau du look, au niveau de la coiffure. Je suis pas venu déguisé en audition, parce qu'ils détestent ça. Ouais. Mais j'étais vraiment en mode genre t-shirt blanc, je m'étais bien rasé pour avoir les pattes apparentes, une banane quand même un petit peu. Et voilà, je l'ai vraiment joué comme Travolta le jouait, parce que je trouve que c'est génial ce qu'il a fait. Les gens, en fait, ils ont envie de voir ça. Ils veulent voir Grease. T'as une génération qui vient voir sa jeunesse. T'as une autre génération qui vient voir ce qu'ils ont découvert sur TikTok ou sur Insta. Ils veulent voir Travolta. Donc après, moi, je ne suis pas John Travolta, mais vraiment dans toutes les mimiques, dans toutes les intonations, même de voix,
la marche, j'ai clairement copié la marche, ça faisait marrer les gens. Donc bon, moi je suis là pour donner au public, quoi. Ouais. Et moi ça me faisait marrer de le refaire, donc à chaque fois il y avait vraiment un truc comme ça, genre. Et puis on y allait, et c'est comme si c'est vraiment presque cathartique, quoi. Tu vois, oui, de c'est ça. tout foutre sur scène, ce que je faisais au lycée pour déconner ou à l'école et tout. Putain, là je le fais, mais pour de vrai, quoi. Et à partir du moment où j'ai été convoqué pour ça, alors convoqué presque pour une audition, parce que j'étais à Los Angeles au moment des auditions, pour la première de La Belle et la Bête. Donc quand ils m'ont appelé, je suis putain, je suis à Los Angeles et tout, et Stage Entertainment m'avait laissé entendre, genre, bon, c'est pas grave, tu fais pas le premier tour, tu viens direct au deuxième. Et parce qu'il y avait une shortlist. Et en fait, ils proposent une shortlist au jury, au metteur en scène et tout, et en fait... Pareil que pour La Belle et la Bête. Ensuite, le metteur en scène m'avait dit genre, non, mais on savait que c'était vous deux. Enfin, dès la première fois où on vous a vu, on dit, bon, on espère qu'il chante bien parce que physiquement, il colle tellement au truc. Ok. Une fois qu'ils ont chanté, on espère qu'il danse bien parce qu'il colle tellement au truc. Ok. On espère qu'il joue bien. Puis une fois que vous nous avez monté les trois, bah c'est bon, on savait que c'était vous, quoi. Mais c'était pas aussi simple que ça. Il y a un puzzle à faire avec les autres. Oui, j'imagine. Ouais. Et puis tu finis par rencontrer John Travolta. Comment ça se passe, ça ? Alors ça se passe que on avait fait un festival en promotion avec Randall Kleiser, qui était président du jury du festival du film américain des Champs-Élysées. Donc Randall Kleiser, c'est le réalisateur du film. Exactement. Voilà. Et on l'avait rencontré à cette occasion et on avait grave sympathisé. Il nous avait dit vous ressemblez tellement à John et Olivia. On avait même fait une photo call en reproduisant une photo iconique des trois sur le tournage, et on était resté un peu en contact pendant Grease, et il m'avait dit j'espère que ça se passe bien et tout, je vois sur les réseaux, ça a l'air vachement bien, j'aimerais bien venir. On l'invite pour les 40 ans du film, il fête ça à Mogador avec nous, il voit le spectacle, il adore le spectacle. Et il nous dit, dans 3 semaines, je vais à Cannes. Est-ce que ça vous dit de venir avec moi ? On fête les 40 ans du film. Et il y aura John. Donc, est-ce que vous voulez venir ? Vous chantez un peu Grease et tout. Et nous voilà embarqués pour Cannes, pour le festival de Cannes. On fait un événement, on chante Grease, et puis on regarde le film avec Travolta, on le rencontre. C'est le rêve d'un gosse. Vraiment. Moi, j'imagine. Il était trop sympa, trop cool et tout. En mode genre, ouais, mais c'est toi qui fais Keniki, c'est toi qui fais Danny. C'était trop cool. Ouais, j'imagine. Et puis après, là, tu fais un peu moins de comédie musicale, tu fais un peu plus de téléfilms ou de séries, comme donc de Demain nous appartient, où tu fais comme 16 épisodes dans la saison 2. Ça change quoi par rapport au musical, ce genre de rôle L'argent ? Non, je déconne. En vrai, c'est un autre travail. Et puis après Grease, c'était bien aussi de mettre un truc un peu en pause, dans le sens où j'avais fait Gaston, j'avais fait Danny, j'avais fait Roméo. C'était 3 rôles emblématiques que je voulais toujours faire. Et une fois que tu as coché ça, tu fais bon, on va peut-être se concentrer un petit peu sur autre chose. Et le fait de pas faire un spectacle sur toute une saison, en fait, tu as beaucoup de temps pour les tournages. Et ton agent le sait, donc elle te propose sur d'autres choses. Ouais. Et Demain nous appartient, c'est une autre école, parce que tu débarques dans la saison 2 ou 3, je sais plus, et en fait il y a déjà plein de gens qui se connaissent, qui sont installés, c'est une petite famille, et c'est une grosse machine, et tu tournes plusieurs séquences par jour, il faut être hyper efficace tout de suite. Vite, ouais, il faut que tu fittes dans une histoire. Et tu respectes un petit peu les gens qui sont là depuis très longtemps, mais il faut un petit peu sortir ton épingle du jeu, donc t'as pas beaucoup de temps de répétition. Et faut être efficace, quoi. Il faut être hyper efficace. Et donc, tu as fait aussi Pourquoi je vis, le biopic sur Grégory Le Marchal. Ouais. Tu joues Kamel Wally. Ouais. Rien que ça. Que j'ai rencontré pour l'occasion, avec qui ça s'est super bien passé. T'as jamais pensé à devenir chorégraphe ? Oula, non, pas du tout. Non. Pour être chorégraphe, il faut être un vrai bon danseur, et j'arrive à me dépatouiller, à faire de l'esbrouf. J'aime bien dire ça aussi, parce que pour un comédien, je fais de l'esbrouf. Il y a 2-3 trucs que je sais faire. Et pour un comédien, je sais bien bouger. Mais pour un danseur, je suis vraiment un comédien qui sait bouger. Tu vois la différence, quoi. Ouais. Tu me mets au milieu de plusieurs acteurs, tu penses que genre, waouh, putain, lui il danse et tout. Tu me mets au milieu de danseurs, tu fais, mais c'est qui lui ? C'est qui Groot au milieu, quoi, tu vois. Et c'est un peu à ce moment-là que quand tu te lances aussi dans la production. Tu produis Louis et tu, qui a beaucoup de prix, notamment à Montréal, New York, même Paris. Et
un long métrage, Gueule Noire, de Mathieu Turi. Comment tu arrives sur le projet en fait ? On fait une projection pour les gens qui ont participé au film de Lou Yetu. On fait une projection à Paris et on invite plusieurs professionnels pour se faire connaître dans le monde de la production et du film de genre. Et c'est comme ça qu'on rencontre Full Time Studio, qui eux avaient développé 2 films de Mathieu Turi déjà. Et on les rencontre, ils nous présentent leurs projets. Moi, j'ai eu un coup de cœur sur Gueule Noire, parce que ça représente toutes mes influences, que ce soit Indiana Jones, Alien, The Descent. C'est très Ridley Scott, Cameron, pour ne citer que les plus grands, du Vaucluse d'ailleurs. Et puis voilà, et puis ça match avec Mathieu, et puis on fait Gueule Noire, et avec Full Time Studio en coproduction, et on apprend... Voilà, qui est un film de genre français, un film d'horreur, et en gros le pitch, c'est Alien, mais dans les mines. Grosso modo, de la France, pour faire simple, c'est bien, en ça. une phrase, Alien dans les mines. Là, tu vas te lancer dans le One Man, au Festival d'Avignon, 2 dates à Paris avant. D'où ça vient cette aventure de Skyblog, ou cette envie de te lancer dans une nouvelle expérience assez particulière ? Cette envie, elle vient des réseaux sociaux aussi, parce que en fait, j'ai commencé à développer il y a un an et demi, des vidéos, de plus en plus de vidéos. Très drôles. Merci. Axé plutôt humour, parce que je me suis rendu compte que les gens réagissaient vachement, et surtout quand je faisais des vidéos qui parlent aux millénials. Les gens de ma génération qui ont vécu les débuts d'Internet, les années 2000 et tout. Et là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à raconter, parce que ce côté réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est formidable pour ça, c'est qu'en fait, tu te connectes à des gens que tu n'imaginerais pas. Et en fait, il y a un partage, il y a un truc de... tu te rassembles autour de ça, et voilà, je voulais raconter un spectacle autour de ça, autour de mon enfance dans le Vaucluse, rendre hommage aussi à mes parents que j'aime beaucoup et qui m'ont offert une enfance merveilleuse, et ce spectacle, il est aussi pour eux, et il est pas triste, hein, attention. mais voilà, faire des blagues autour de ça, mais pas que des blagues en mode stand-up, sniper, pas du tout. Je voulais raconter une histoire un peu à l'ancienne, format Dubosc, El Mallet, early 2000. Et voilà, parce que c'est ce que j'aime, et voilà, je veux embarquer le public dans un petit radeau format Disneyland, où le thème c'est les années 2000. Et donc, en rapport à ce Skyblog, j'ai quelqu'un qui veut te dire un petit mot. Oh, trop mignon. C'est mon metteur en scène, Guillaume Beaujolais. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Et salut Alexis, je voulais te laisser un petit message pour te dire à quel point je suis content du travail qu'on accomplit ensemble, et j'ai hâte que le monde se rende compte de la personne drôle que tu es, que je connais maintenant depuis moult années. Et je voulais te poser une petite question un peu tricky. Si tu pouvais communiquer avec le jeune Alexis par Skyblog interposé, quel serait le premier article que tu posterais ? Je croyais qu'il allait dire qu'est-ce que tu lui dirais. Je lui dirais enlève cette photo, ça va pas ou quoi, putain. Le premier article que je posterai sur mon Skyblog, je crois que je mettrai un montage de photos de moi avec John Travolta, avec Hugh Jackman, avec une photo de moi en Gaston, une photo de moi en Danny, pour dire genre continue de rêver, regarde un jour ça arrive, et ça s'arrête pas. En tout cas, bonne... Elle est pas mal cette réponse. Bah oui, elle est bien. Ouais, pas mal. Pour pouvoir s'arrêter là-dessus, merci beaucoup. Merci à toi, merci pour cette invitation. Voilà, j'espère que cet entretien avec Alexis vous a donné envie d'en savoir plus sur ceux qui font la culture et la création. Avec le plan C, je continue d'explorer les coulisses de ces métiers avec différents formats. Donc si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir, c'est de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt.